Ma sorcière bien-aimée, une sitcom légère qui a charmé des générations avec ses sorts malicieux et ses rires en cascade. Mais derrière les éclats de rire, les nez frétillants et les voisins indiscrets, se cache une histoire bien plus sombre que ce que les fans imaginaient. Saviez-vous que le tout premier script de la série a été lu le jour tragique de l'assassinat de John F. Kennedy? Que des acteurs principaux sont partis dans des circonstances bouleversantes, alimentant des rumeurs de malédiction. Aucun épisode controversé, pourtant primé, a suscité des débats enflammés des décennies plus tard. Ma sorcière bien-aimée, diffusée dès septembre 1964, a redéfini la télévision avec son mélange unique de magie et de comédie domestique. Mais son éclat cache des ombres, des drames personnels, des secrets de production, et même un divorce qui a discrètement mis fin à la série. Dans cette vidéo, nous révélons 15 vérités troublantes, parfois choquantes, qui se dissimulent derrière le rideau magique de cette série légendaire. Attachez vos ceintures, car la magie a un prix, et il est temps de découvrir lequel. Restez jusqu'à la fin pour une question spéciale et un appel à l'action. Allons-y. Une sitcom révolutionnaire avec une touche de magie. Ma sorcière bien-aimée a fait son entrée à une époque où la télévision américaine était un miroir des valeurs traditionnelles. Les années 1960 étaient dominées par des sitcoms comme The Donna Reed Show ou Father Knows Best, où les familles parfaites vivaient dans des banlieues impeccables, avec des mères au foyer souriantes et des pères sages. Mais en septembre 1964, ma sorcière bien-aimée a secoué cette formule avec une idée audacieuse. Et si une femme au foyer était une sorcière? Elizabeth Montgomery, dans le rôle de Samantha Stephens, a incarné cette héroïne à la fois charmante et puissante, une femme dotée de pouvoirs surnaturels qui choisit de vivre une vie normale aux côtés de son mari mortel, Darren Stephens. Bien sûr, ce plan ne tient jamais, et chaque épisode apporte son lot de sorts ratés, de voisins curieux et de belles-mères sorcières envahissantes. Dès sa première saison, la série a captivé le public, se hissant au deuxième rang des audiences Nielsen, juste derrière Bonanza. Produite par William Asher, mari d'Elizabeth Montgomery à l'époque, Ma sorcière bien-aimée a diffusé 254 épisodes sur 8 saisons, passant du noir et blanc à la couleur dès la saison 3, un signe de son succès grandissant et de son budget en expansion. Mais au-delà des chiffres, la série a marqué un tournant culturel. Elle a introduit une dose de fantastique dans la sitcom domestique, défiant les conventions de l'Amérique d'après-guerre. Samantha, en apparence douce et conforme, était une femme puissante qui devait réprimer sa véritable nature pour s'adapter à un monde patriarcal. Cette tension a résonné auprès de nombreux spectateurs, en particulier les femmes et les groupes marginalisés, qui voyaient une métaphore de la lutte pour l'authenticité dans une société rigide. Le succès de la série a donné naissance à un genre entier de comédies surnaturelles, de Ginny de mes rêves à la famille Addams, en passant par Sabrina, l'apprentie sorcière dans les années 1990. Son influence est étendue au-delà des États-Unis, avec des remakes en Argentine, au Japon et même un film en 2005 avec Nicole Kidman. Mais ce qui a rendu Ma sorcière bien-aimée si spéciale, c'est son mélange unique d'humour, de magie et de commentaires sociaux subtils. Le célèbre tweet du nez de Samantha, devenu une icône télévisuelle, symbolise cette magie. Pourtant, saviez-vous que ce geste n'était pas du tout ce qu'il semblait? Elizabeth Montgomery ne remuait pas vraiment son nez, mais sa lèvre supérieure, un tic nerveux que William Asher a transformé en sortilège grâce à un montage astucieux. Ce détail, parmi tant d'autres, montre à quel point la série était une œuvre d'illusion, à l'écran comme en coulisses. La série n'était pas seulement un divertissement, elle a redéfini la télévision en osant mélanger l'ordinaire et l'extraordinaire. Elle a donné une voix à ceux qui se sentaient contraints de cacher leurs différences, tout en offrant des rires accessibles à tous. Mais cette lumière éclatante cachait des ombres. Derrière les décors colorés et les rires enregistrés, des tragédies personnelles et des controverses attendaient de surgir. Nous allons explorer ces zones d'ombre, mais d'abord, penchons-nous sur un élément clé de la série, son générique légendaire et le secret qu'il dissimule. Les secrets du générique et de la statue de Salem. Le générique de Ma sorcière bien-aimée est l'un des plus reconnaissables de l'histoire de la télévision. Sa mélodie jazzy, entraînante et légère, évoque instantanément la magie et l'humour de la série. Mais ce que peu de fans savent, c'est que ce générique cachait une version secrète. Composé par Howard Greenfield et Jacques Keller, il existait avec des paroles enregistrées en 1965 par le chanteur Steve Lawrence dans un style lounge élégant. Les mots, comme « Bewitched »,« Bewitched »,« You will got me in your spell » capturaient l'essence d'une romance ensorcelante. Pourtant, les producteurs ont choisi de ne garder que la version instrumentale, craignant que les paroles ne distraient les spectateurs du charme visuel de l'animation. Cette décision a préservé le mystère du générique, mais la chanson complète, bien que rarement diffusée, reste un trésor caché pour les fans curieux.
Un autre symbole emblématique lié à la série est la statue de Samantha Stephens, érigée en 2005 par la chaîne TV Land de Salem, Massachusetts. Représentant Samantha assise sur un croissant de lune, souriante et magique, cette statue en bronze semblait être un hommage parfait à l'une des figures les plus aimées de la télévision. Mais son installation a déclenché une polémique inattendue. Salem est une ville marquée par les procès en sorcellerie de 1692, où 20 personnes innocentes ont été exécutées dans un climat de peur et d'hystérie. Pour certains habitants, en particulier des historiens, associer une sorcière fictive et joyeuse à ce passé tragique était irrespectueux. Ils estimaient que la statue trivialisait une histoire douloureuse, transformant un symbole de souffrance en attraction touristique. D'autres, en revanche, voyaient dans cette statue un clin d'œil ludique à une série qui avait redonné une image positive à la sorcellerie. La controverse autour de la statue reflète une tension plus large dans l'héritage de ma sorcière bien-aimée. La série jouait avec l'idée de la sorcellerie dans un contexte léger, mais dans une ville comme Salem, ce thème touchait une corde sensible. Malgré les débats, la statue trône toujours à Lapin Park, attirant des milliers de touristes et de fans chaque année. Elle incarne à la fois l'enchantement de la série et les questions complexes qu'elle soulève sur la mémoire culturelle. Ce n'était pas la seule fois que ma sorcière bien-aimée suscitait des débats. Comme nous le verrons plus loin, un épisode particulier de la série, bien qu'applaudi à l'époque, est aujourd'hui au cœur de controverses. Mais avant cela, explorons une ombre plus inquiétante, la soi-disant malédiction qui semblait planer sur la production. La malédiction de ma sorcière bien-aimée. Dès ses débuts, ma sorcière bien-aimée semblait poursuivie par une série de coïncidences troublantes, donnant naissance à des rumeurs de malédiction. Le 22 novembre 1963, jour de la première lecture du script, l'équipe a appris en plein studio l'assassinat du président John F. Kennedy à Dallas. Le choc a paralysé le plateau et le tournage a été suspendu dans une atmosphère de deuil national. Ce moment tragique a marqué le début d'une série d'événements sombres qui allaient suivre la production comme une ombre. En avril 1968, pendant le tournage de la saison 4, Martin Luther King Jr. fut assassiné à Memphis, obligeant l'équipe à interrompre à nouveau le travail pour un moment de silence. Quelques mois plus tard, en juin 1968, Robert F. Kennedy était abattu à Los Angeles, à seulement 30 km des studios où la série était filmée. À chaque fois, l'équipe se réunissait dans un silence lourd, comme si l'histoire elle-même s'infiltrait dans leur bulle magique. Ces tragédies nationales semblaient étrangement liées à la série, alimentant un sentiment d'inquiétude parmi les acteurs et l'équipe technique. Mais les drames ne se limitaient pas aux événements mondiaux. Les pertes personnelles ont frappé durement le casting. Alice Pierce, qui jouait l'inoubliable Gladys Kravitz, la voisine fouineuse, luttait en secret contre un cancer des ovaires en phase terminale pendant la saison 2. Elle est décédée en 1966, à seulement 48 ans, laissant un vide immense. Marion Lorne, l'adorable tante Clara, est morte subitement d'une crise cardiaque en 1968, à 84 ans, avant le début de la saison 5. Dick York, le premier darin, a quitté la série en 1969 après s'être effondré sur le plateau, terrassé par des douleurs chroniques dues à une blessure ancienne. Il est mort en 1992, à 63 ans, après des années de lutte contre la pauvreté et la maladie. Même Elizabeth Montgomery, l'étoile de la série, a succombé à un cancer du côlon en 1995, à 62 ans. Ces morts prématurées, combinées aux coïncidences historiques, ont alimenté la légende d'une malédiction. Était-ce une simple série de hasards tragiques ou quelque chose de plus surnaturel? Les fans spéculaient, et les tabloïds s'en donnaient à cœur joie. Pour certains, la magie de la série semblait porter une ombre inquiétante, comme si chaque sortilège à l'écran avait un prix dans la réalité. Ces drames humains, souvent cachés au public à l'époque, ajoutent une profondeur émouvante à l'histoire de ma sorcière bien-aimée. Ils rappellent que derrière les rires, il y avait des vies marquées par la douleur et la résilience. Le courage d'Alice Pierce et le secret des jumelles. L'une des figures les plus mémorables de ma sorcière bien-aimée est Gladys Kravitz, la voisine curieuse qui passe son temps à espionner Samantha, convaincue qu'elle cache un secret. Incarnée par Alice Pierce, Gladys est devenue un personnage culte grâce à son mélange d'hystérie comique et de tendresse maladroite. Mais derrière ces mimiques exagérées, Alice Pierce livrait une bataille secrète et héroïque. Diagnostiquée avec un cancer des ovaires incurable au début des années 1960, elle savait que ses jours étaient comptés lorsqu'elle a rejoint la série en 1964. Pourtant, elle a abordé le rôle avec une énergie débordante, puisée dans son expérience de comédienne de Broadway et de cabaret. Alice cachait sa maladie à presque toute l'équipe, craignant d'être remplacée si son état était découvert. Elle tournait des scènes exigeantes, souvent dans la douleur, sans jamais se plaindre.
Elizabeth Montgomery a révélé plus tard qu'aucun membre du casting ne soupçonnait la gravité de son état, tant Alice restait professionnelle et lumineuse. Sa dernière apparition dans la saison 2 a été diffusée quelques mois avant sa mort, le 3 mars 1966, à l'âge de 48 ans. Son courage a été honoré par un Emmy posthume pour la meilleure actrice dans un second rôle comique, accepté par Elizabeth Montgomery dans un moment chargé d'émotion. Un autre secret touchant de la série concerne Tabitha Stephens, la fille de Samantha et Darin. Peu de spectateurs s'en rendaient compte, mais Tabitha était jouée par deux jumelles identiques, Erin et Diane Murphy. Cette pratique courante dans les années 1960 permettait de contourner les restrictions sur le temps de travail des enfants. Les jumelles se relayaient selon leur humeur, Erin prenant souvent les scènes souriantes et Diane les moments plus grognons. Avec le temps, Erin est devenue le visage principal de Tabitha, tandis que Diane a été progressivement écartée. Cette décision a créé des tensions familiales, Diane souffrant d'être reléguée à l'ombre de sa sœur. Ce double jeu, à la fois à l'écran et dans la vie, ajoute une nuance douce amère à l'histoire de Tabitha, un personnage qui semblait porter la magie de la série, mais aussi ses complexités humaines. Serena, Tante Clara et les paradoxes de la série. Un autre secret amusant de Ma sorcière bien-aimée concerne Serena, la cousine espiègle de Samantha, qui apportait une touche de chaos et de modernité à la série. Ce que peu de spectateurs savaient, c'est que Serena était jouée par Elizabeth Montgomery elle-même, grimée d'une perruque brune et adoptant une attitude rebelle. Pour préserver l'illusion, les crédits attribuaient le rôle à une mystérieuse Pandora Spox, un pseudonyme astucieux jouant sur Pandora S. Box. Ce stratagème a fonctionné à merveille. Des fans ont envoyé des lettres à Mademoiselle Spox, persuadés qu'il s'agissait d'une actrice différente. Ce jeu de rôle montre le talent polyvalent de Montgomery et l'ingéniosité de la production pour maintenir la magie. Tante Clara, interprétée par Marion Lorne, était un autre pilier affectif de la série. Sa maladresse charmante et ses sorts ratés en faisaient une favorite des fans. Mais ce que beaucoup ignoraient, c'est que son personnage tirait une particularité directement de la vie réelle de l'actrice. Marion Lorne collectionnait avec passion les poignées de porte anciennes, fascinée par leur histoire et leur artisanat. Les producteurs, découvrant ce hobby, ont intégré des poignées de sa collection personnelle dans le décor de la maison de Tante Clara, ajoutant une authenticité touchante au personnage. Lorsque Marion Lorne est décédée subitement en 1968, la production a choisi de ne jamais remplacer Tante Clara, un hommage rare à une actrice adorée. Mais Ma sorcière bien-aimée n'était pas exempte de contradictions. Si elle défiait les rôles de genre avec l'image d'une femme puissante cachant ses dons, elle restait ancrée dans une vision limitée de l'Amérique des années 1960. Comme l'a noté la chercheuse Phoebe Bronstein, la série manque de diversité, avec une absence notable de personnages noirs ou latinos. Samantha pouvait choisir de cacher ses pouvoirs, mais pour les groupes marginalisés de l'époque, cette liberté de passer pour normale n'existait pas. Les défis techniques et l'évolution visuelle. Ma sorcière bien-aimée n'était pas seulement une prouesse narrative, c'était aussi une réussite technique pour son époque. Dans les années 1960, créer des effets spéciaux convaincants pour une sitcom télévisée était un défi majeur, surtout avec les budgets limités de la télévision. Pourtant, la série a réussi à donner vie à la magie de Samantha grâce à des astuces ingénieuses. Le célèbre twitch du nez, par exemple, n'était pas un simple geste d'Elizabeth Montgomery. Comme mentionné précédemment, il s'agissait d'un mouvement de sa lèvre supérieure, amplifié par un zoom rapide et un son distinctif ajouté en post-production. Ce petit détail, né d'un tic nerveux, est devenu l'un des effets les plus emblématiques de la télévision, prouvant que la magie repose souvent sur la créativité plutôt que sur la technologie. La transition du noir et blanc à la couleur à partir de la saison 3, en 1966, a marqué un tournant visuel. À l'époque, la télévision couleur était encore une nouveauté, et ABC a investi dans cette mise à niveau pour refléter le succès croissant de la série. Les décors, les costumes et les effets spéciaux ont pris une nouvelle dimension, avec des sorts de Samantha désormais accompagnés d'éclats de couleurs vives. Les robes d'Andorra, en particulier, sont devenues des œuvres d'art visuel, avec des teintes audacieuses qui renforçaient son statut de sorcière excentrique. Cependant, cette transition n'a pas été sans défi. Les caméras couleur de l'époque étaient encombrantes et les techniciens devaient ajuster l'éclairage pour éviter que les décors ne paraissent ternes. De plus, les effets spéciaux, comme les objets flottants ou les transformations magiques, nécessitaient des techniques artisanales comme des fils invisibles, des miroirs ou des montages manuels. Ces méthodes, bien que simples par rapport au CGI moderne, demandaient une précision extrême pour maintenir l'illusion. Un autre défi technique était la gestion des scènes impliquant des enfants, comme Tabitha. Les jumelles Erin et Diane Murphy, qui jouaient le rôle, posaient des problèmes logistiques.
Les lois sur le travail des enfants limitaient leur temps sur le plateau, obligeant les réalisateurs à tourner rapidement et à alterner entre les jumelles selon leur humeur. Cette contrainte a forcé l'équipe à être créative, utilisant des angles de caméra astucieux pour masquer les différences subtiles entre les deux fillettes. Ces efforts techniques, souvent invisibles pour le public, montrent l'engagement de la production à maintenir une qualité constante, même sous pression. L'évolution visuelle de la série reflète également les changements culturels des années 1960. Les premières saisons, en noir et blanc, avaient une esthétique sobre, ancrée dans la banlieue américaine. Avec l'arrivée de la couleur, la série a embrassé une palette plus audacieuse, reflétant l'optimisme et l'expérimentation de l'époque. Ces choix techniques n'étaient pas seulement pratiques. Ils ont contribué à l'identité unique de Ma sorcière bien-aimée, faisant de chaque épisode un mélange de magie visuelle et narrative. Mais derrière ces prouesses, des drames humains continuaient de se dérouler, comme nous le verrons dans la prochaine partie. L'héritage durable et les leçons de la série. Ma sorcière bien-aimée n'a pas seulement marqué son époque, elle continue d'influencer la culture populaire des décennies plus tard. Son mélange de comédie, de surnaturel et de commentaires sociaux a ouvert la voie à des séries modernes comme Charmed, Buffy contre les vampires ou même The Good Witch. En plaçant une femme puissante au centre de l'histoire, la série a défié les normes de genre des années 1960, même si, comme nous l'avons vu, elle n'a pas toujours su représenter la diversité. Samantha Stephens, en choisissant de limiter ses pouvoirs pour s'intégrer, incarnait une tension universelle, le désir d'être soi-même face aux attentes de la société. Cette idée résonne encore aujourd'hui, dans un monde où l'authenticité reste un défi pour beaucoup. L'héritage de la série se manifeste aussi dans ses adaptations internationales. En Argentine, une version intitulée Una Bruja Encantada a capturé l'esprit de la série, tandis qu'au Japon, Okusama wa Maju a adapté l'histoire à une sensibilité locale. Le film de 2005 avec Nicole Kidman, bien que critiqué pour son ton trop moderne, a prouvé que l'univers de Samantha restait pertinent. Même le geste du twitch du nez est entré dans la culture populaire, imité dans des parodies et référencé dans d'autres séries. Cet impact durable montre à quel point Ma sorcière bien-aimée a su capturer l'imagination collective. Mais l'héritage de la série ne serait pas complet sans reconnaître les leçons tirées de ses erreurs. L'épisode Sisters Atat, malgré ses intentions antiracistes, a montré les limites d'une représentation maladroite. Les critiques modernes nous rappellent l'importance de la sensibilité culturelle, une leçon que les créateurs actuels prennent à cœur. De même, l'absence de diversité dans le casting reflète les lacunes de la télévision des années 1960, mais elle incite aussi à réfléchir sur l'évolution de l'inclusivité à l'écran. Les tragédies personnelles des acteurs, comme celle d'Alice Pierce, Dick York ou Marion Lorne, ajoutent une dimension humaine à l'héritage de la série. Leurs performances, marquées par le courage et la résilience, rappellent que derrière chaque épisode se trouvaient des individus confrontés à leur propre lutte. Ma sorcière bien-aimée n'était pas seulement une histoire de magie, c'était une histoire de personnes réelles, avec leurs joies, leurs peines et leurs triomphes. En explorant ces coulisses, nous comprenons pourquoi la série continue de nous ensorceler, non seulement par sa magie, mais par son humanité. Le rôle emblématique d'Andorra et les tensions en coulisses. Si Ma sorcière bien-aimée est célèbre pour Samantha et son effrétillant, un autre personnage a volé la vedette à maintes reprises. Andorra, la belle-mère sorcière exubérante, interprétée par la légendaire Agnès Morhed. Andorra, avec ses robes flamboyantes, son attitude impérieuse et son mépris à peine voilé pour son gendre mortel d'Arin, est devenue une icône de la série. Mais saviez-vous que Morhed n'était pas le premier choix pour ce rôle? Initialement, les producteurs avaient approché Bea Benaderet, une actrice connue pour ses rôles dans The George Burns and Gracie Allen Show et Petticoat Junction. Benaderet, débordée par d'autres engagements, a décliné, ouvrant la porte à Morhed, une comédienne shakespearienne et quadruple nominée aux Oscars. Personne n'aurait pu prévoir l'impact qu'elle aurait. Morhed a transformé Andorra en une figure presque divine, mêlant charisme théâtral et humour mordant. Elle a même insisté pour choisir ses propres costumes, refusant de porter des vêtements mortels pour souligner la majesté surnaturelle de son personnage. Ce choix a donné à Andorra une aura unique, faisant d'elle une pionnière du style télévisuel. Cependant, derrière l'éclat d'Andorra se cachaient des tensions. Agnès Morhed, bien que respectée, était connue pour son professionnalisme rigoureux, parfois perçu comme de la froideur sur le plateau. Certains membres de l'équipe ont rapporté qu'elle préférait rester à l'écart entre les prises, répétant ses lignes seule ou discutant avec Elizabeth Montgomery, avec qui elle partageait une relation étroite. Cette dynamique contrastait avec l'ambiance légère de la série. De plus, Morhed, formée au théâtre classique, trouvait parfois le rythme effréné de la télévision frustrant.
Elle confia à des amis qu'elle voyait Ma sorcière bien-aimée comme un projet amusant mais mineur par rapport à ses rôles au cinéma ou sur scène. Pourtant, son engagement était indéniable. Elle apportait une énergie féroce à chaque scène, transformant les joutes verbales avec Darin en moments mémorables. Les tensions en coulisses ne se limitaient pas à Morehead. La relation entre Elizabeth Montgomery et William Asher, son mari et producteur, devenait de plus en plus tendue au fil des saisons. Leur collaboration, autrefois harmonieuse, s'est fissurée à mesure que leur mariage s'effondrait. Montgomery, bien que professionnelle, montrait des signes de fatigue. Des collègues ont noté qu'elle arrivait souvent juste avant le début du tournage et quittait immédiatement après, évitant les interactions prolongées avec Asher. Ces frictions personnelles ont ajouté une couche de complexité à la production, rendant l'atmosphère sur le plateau parfois aussi chaotique que les sorts d'Andorra à l'écran. Malgré ces défis, le charisme d'Agnès Morehead et l'alchimie du casting ont maintenu la magie intacte pour les spectateurs. Andorra reste l'un des personnages les plus aimés, prouvant que même dans l'ombre des tensions, la série savait briller. Mais l'histoire d'Andorra ne serait pas complète sans mentionner son impact culturel. Son attitude rebelle et son refus des conventions ont résonné auprès des spectateurs, en particulier les femmes qui voyaient en elle une figure d'autorité refusant de se plier aux normes. Andorra était plus qu'une belle-mère excentrique. Elle incarnait une liberté que Samantha, coincée dans son rôle de femme au foyer, ne pouvait pleinement embrasser. Ce contraste entre les deux personnages féminins principaux a ajouté une profondeur inattendue à la série, faisant d'Andorra un symbole féministe avant l'heure. Alors que nous continuons à explorer les coulisses, penchons-nous sur un autre aspect fascinant. Les efforts pour prolonger la magie à travers un spin-off oublié Ma sorcière bien-aimée restent une icône intemporelle, une série qui a redéfini la comédie télévisée avec son mélange de magie, d'humour et de satire sociale. Mais en explorant ces coulisses, nous découvrons un monde marqué par des tragédies, des secrets et des controverses. De la soi-disant malédiction au drame personnel d'Alice Pierce et Dick York, en passant par les débats autour de l'épisode Sister Hatat et de la statue de Salem, la série est bien plus qu'une simple sitcom. Elle est un miroir des tensions de son époque, entre progrès et limites, entre rire et larmes. Alors, combien de ces secrets connaissiez-vous? Êtes-vous team Dick York ou Dick Sargent? Quel moment de la série vous a le plus marqué? Partagez vos pensées en commentaire, aimez cette vidéo, abonnez-vous pour plus d'histoires fascinantes et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage ensorcelant. À bientôt pour d'autres révélations sur vos séries préférées.